Chloé Moreau-Lefebvre avait 32 ans, était enceinte de 8 mois et tenait la main de sa mère mourante lorsque son mari entra dans la chambre d'hôpital. Pascal venait de lui murmurer un secret que Chloé essayait encore de comprendre quelque chose à propos d'une société, d'une fortune, d'un nom qu'elle n'avait jamais entendu. Puis Damien a franchi la porte. Il n'était pas seul. Amélie se tenait à ses côtés, visiblement enceinte, observant Chloé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Damien ne baissa pas la voix. Il a dit qu'il voulait le divorce. Il a dit qu'il passait à autre chose. Il a fait glisser les papiers sur le plateau roulant, à côté de la perfusion de Pascal, assez près pour que sa mère puisse les voir aussi. Il avait l'air soulagé comme un homme qui dépose enfin quelque chose de lourd. Il ne se doutait pas que la mère de sa femme venait de lui donner les moyens de détruire tout ce vers quoi il se dirigeait. Chloé n'a pas pleuré, elle n'a pas discuté. Elle a simplement regardé les papiers, puis les yeux défaillants de sa mère, et a compris que plus rien dans sa vie ne serait jamais pareil. La salle de conférence au 14e étage sentait le café froid et les marqueurs pour tableau blanc. Une longue table en verre s'étendait au centre de la pièce, autour de laquelle étaient assises 9 personnes. Et Chloé Moreau-Lefebvre se tenait à l'autre bout devant une présentation projetée. Son ventre était rond et haut sous son blazer ajusté. Elle ne s'était pas assise une seule fois en 40 minutes. « Le cœur de cette campagne n'est pas le produit », dit-elle en passant à la diapositive suivante. « C'est la personne qui ne pense pas encore que le produit est pour elle. C'est cette conversion que nous visons. » Elle tapota l'écran. « Ici, cette démographie est sous-ciblée par tous nos concurrents. Si nous y allons, nous nous l'approprions avant même qu'ils ne réalisent qu'ils l'ont manqué. » Silence, le bon genre de silence, celui où les gens réfléchissaient vraiment. Marc Weber, le directeur des comptes, se pencha en avant les coudes sur la table. 3 mois plus tôt, il était le favori pour la promotion que Chloé avait obtenue à sa place. Il s'asseyait toujours un peu à l'écart du groupe lorsqu'elle dirigeait les réunions, comme s'il y avait un mur que lui seul pouvait voir. « Quelle était la projection des dépenses pour la deuxième phase ?» demanda-t-il. Diapositive 11. Elle avait déjà anticipé la question. Elle les avait toutes anticipées. À la fin de la réunion, 2 directeurs principaux l'avaient arrêté en sortant pour lui dire que sa présentation était solide. Elle les remercia sincèrement, mais elle pensait déjà au dossier de suivi qu'elle devait rédiger avant 15 heures. Elle déjeuna à son bureau. Un tupperware de riz et de lentilles qu'elle avait préparé le matin même. Une habitude qu'elle avait gardée depuis ses 20 ans quand l'argent était plus rare et la routine était restée. Elle mangeait d'une main et parcourait ses emails de l'autre. Son téléphone vibra. Elle jeta un œil à l'écran. « Damien », elle répondit. « Allô, tu as la voiture ce soir ?» Ce n'était pas une question. « Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais l'appel avec le fournisseur à 19 heures. » Une pause. « Ah oui. » Une autre pause et quelque chose en dessous. Quelque chose de plat et de distant qui habitait sa voix depuis des mois. « Bon. » Elle attendit qu'il lui demande comment s'était passée la réunion. Elle lui avait parlé de la présentation 2 jours auparavant. Il avait hoché la tête et était retourné à son téléphone. Il ne demanda rien. Il raccrocha. Chloé posa son téléphone et regarda son déjeuner. Elle reprit sa fourchette et continua de manger. Elle avait appris quelque part au cours de la dernière année à ne pas tendre la main vers ce qui ne se tendait pas en retour. Elle appela sa mère à 1h30, installée dans le petit bureau vitré qui semblait encore si neuf qu'il paraissait emprunté. Le téléphone sonna 4 fois avant que Pascal ne décroche. « Ma chérie. »« Salut maman. » Chloé se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je prends juste de tes nouvelles. Tu avais l'air fatigué dimanche. »« Je vais bien. » La réponse vint un peu trop vite. « Tu manges. » « Chloé. » Ce n'est pas un oui. Sa mère émit un son doux mi-rire mi-esquive. C'était un son que Chloé avait entendu toute sa vie, le son que faisait Pascal quand elle voulait détourner une conversation. « Je vais bien, mon bébé. J'ai juste... » Une pause prudente et délibérée. « J'ai besoin de te parler. Bientôt. Il y a des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Chloé se redressa légèrement. « Quelle chose, maman, si quelque chose ne va pas ?»« Rien ne va. » Mais sa voix avait quelque chose. Une attente, comme un mot qui se choisit avec soin avant de se poser. « Viens me voir ce week-end, on s'assoira. Je ferai du riz. » Et ça... Chloé voulait insister. Elle avait toujours été douée pour lire l'espace entre ce que les gens disaient et ce qu'ils pensaient, mais sa mère était tout aussi douée pour combler cet espace quand elle le voulait.
D'accord, dit Chloé. Samedi. Iya, ni hitosit. Ya samedi tsunia. Sandakiyesa, Pascal. Puis plus doucement. Comment va mon petit enfant? Lourd. Chloé posa une main sur le côté de son ventre. Et têtu. Je me demande bien de qui il tient ça. Sa mère rit, et cette fois c'était un vrai rire chaleureux et plein. Elles se dirent au revoir. Chloé resta avec le téléphone à la main un instant de plus que nécessaire. À 14h47, son téléphone sonna. Un numéro inconnu avec l'indicatif 01. Elle faillit laisser la messagerie vocale. Elle répondit. « Est-ce que je parle à Chloé Moreau-Lefebvre ?» Une voix de femme sèche, professionnelle, prudente. « Oui, ici le personnel infirmier de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous avons une Pascal Moreau dont vous êtes le contact d'urgence. Madame Moreau a été amenée il y a environ 20 minutes. Elle s'est effondrée chez elle. Oh Tamiya ya oreo. Un souffle. Et aussi, elle ne réagit pas. Vous devriez venir dès que possible. Les mots la frappèrent en ordre et en désordre à la fois. Chloé les entendit. Elle les comprit, mais son corps bougeait déjà avant que son esprit n'ait fini de traiter l'information. Elle attrapa son sac, ses clés, son manteau. Elle composa le numéro de Damien en marchant dans le couloir. Ça sonna, tomba sur la messagerie. Elle ne laissa pas de message. Elle rappela « messagerie ». Elle poussa la porte de la cage d'escalier car l'ascenseur était trop lent. Ses talons frappaient chaque marche dure et sec, l'écho résonnant contre les murs en béton, et elle tenait la rampe d'une main et le téléphone de l'autre, et l'appela une troisième fois. Rien. Elle se précipita hors des portes du hall dans l'air froid de l'après-midi et se dirigea vers le parking, son souffle se condensant devant elle, le bébé appuyant lourdement contre ses côtes à chaque pas. Chaque feu rouge sur le trajet semblait être une respiration retenue, comme si la ville elle-même se préparait. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'air recyclé. Chloé suivit une infirmière dans un couloir au mur vert pâle et au néon bourdonnant. Son sac cognait contre sa hanche, ses talons claquaient rapidement et de manière inégale sur le linoléum. Chambre 408. L'infirmière poussa la porte et Chloé entra. Pascal Moreau était petite dans le lit. C'est la première chose qui la frappa. Sa mère avait toujours occupé l'espace d'une manière qui n'avait rien à voir avec la taille. Son rire, sa constance, sa façon particulière d'écouter, qui vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Mais dans ce lit, sous cette fine couverture, elle ressemblait à quelque chose qui avait été discrètement usé pendant longtemps. Ses yeux s'ouvrirent quand elle entendit les pas de Chloé. « Ma chérie !» Sa voix était rauque. Chloé traversa la pièce, s'assit sur le bord de la chaise à côté du lit et prit la main de sa mère entre les siennes. Elle était fraîche, sèche et plus légère que dans son souvenir. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Le médecin de garde entra quelques minutes plus tard. C'était un homme jeune aux yeux attentifs qui utilisait des mots doux comme on le fait quand la nouvelle a depuis longtemps dépassé le stade de l'adoucissement. Cancer du pancréas, diagnostiqué il y a 14 semaines, propagation agressive. Étant donné la dégradation actuelle, dit-il, il s'agissait probablement d'heures, pas de jours. 14 semaines. Sa mère savait depuis 14 semaines. Chloé resta très immobile pendant que le médecin parlait. Elle ne pleura pas. Elle pressa son pouce contre le dos de la main de sa mère, respira et resta présente pour chaque mot. Quand le médecin partit, la pièce fut silencieuse un instant. « Tu aurais dû me le dire, » dit Chloé. « Je sais. » Pascal tourna lentement la tête sur l'oreiller. Ses yeux étaient clairs. Quelle que soit la douleur qu'elle portait, elle la contenait enfermée dans une pièce à l'intérieur d'elle-même. « J'avais besoin de plus de temps pour mettre les choses en ordre d'abord. »« Quelle chose, maman ?» Pascal expira un souffle long et délibéré comme si elle déposait quelque chose qu'elle avait porté sur une grande distance. « Passe-moi mon sac, le petit, sur la table. » Chloé le prit. Un simple sac en toile usé aux anses, rien de remarquable. Elle le posa sur le lit. Pascal y plongea la main et en sortit une clé USB. Petite noire sans particularité. Elle l'attendit. « J'ai bâti quelque chose, » dit Pascal. « Il y a longtemps, après avoir quitté ton père. » Elle fit une pause. Son premier mari, un homme dont le nom n'était jamais prononcé chez elle,
Il contrôlait tout. Chaque centime. Je n'avais rien. Quand je suis parti, je me suis juré que ça ne se reproduirait plus jamais. Sa voix était calme et égale. Alors je l'ai bâti en secret. Aucun nom lié au mien dans un lieu public. Aucune annonce. Personne ne savait. Sauf un homme. Il s'appelle Salomon Adé. Il est mon conseiller juridique depuis 18 ans. Il te contactera. Chloé fixa la clé USB. Qu'as-tu bâti, maman? Alcyon Holdings. Pascal le dit simplement de la même manière qu'elle disait tout. Logistique et immobilier. La clé contient tout. La structure, les comptes, les titres de propriété. Tu es l'unique héritière. Tout te revient. Chloé ouvrit la bouche, la referma. Combien? Demanda-t-elle doucement. Pascal lui dit. Le chiffre atterrit comme quelque chose tombé de très haut. Chloé resta assise avec. Elle n'arrivait pas à le faire correspondre à la femme des friperies. La femme qui emballait ses déjeuners d'école dans des sacs recyclés. La femme qui disait « on ne gaspille pas » et « assez, c'est assez » et qui cousait elle-même les rideaux plutôt que d'en acheter de nouveaux. Elle était encore assise avec cette pensée quand la porte s'ouvrit. Damien entra. Chloé leva les yeux. Il portait son beau manteau, celui couleur charbon qu'il réservait au rendez-vous client. Derrière lui, un pas en arrière, et légèrement à sa gauche, se tenait une femme que Chloé n'avait jamais vue en personne, mais qu'elle reconnut en un instant. De la manière dont on reconnaît une chose autour de laquelle on a tourné sans jamais la regarder directement. Jeune, soignée, des cheveux blonds proprement coiffés en arrière, et visiblement, incontestablement enceinte. Chloé ne bougea pas. Damien la regarda une fois, puis détourna le regard, puis la regarda de nouveau, comme s'il prenait la température de la pièce. Il tenait une enveloppe Kraft à la main. Chloé. Il s'éclaircit la gorge. « Je sais que le moment est mal choisi. »« Alors pourquoi l'as-tu choisi ?» dit-elle. Sa mâchoire se contracta. « Je pense que tu sais depuis longtemps que les choses n'allaient pas. Jeune, je ne voulais pas continuer à faire semblant. » Il posa l'enveloppe au pied du lit, pas sur une table, sur le lit, devant sa mère mourante. « J'ai décroché il y a un moment. Ta promotion, la grossesse, ce n'était juste plus une vie que je voulais. » Il le dit comme une explication, comme si c'était raisonnable. « Amélie et moi. »« Tu n'as pas besoin de m'expliquer, Amélie, » dit Chloé. Sa voix était basse et complètement plate. La femme derrière lui ne dit rien, se contentant de se tenir le menton, levé de la manière particulière de quelqu'un qui a répété comment avoir l'air impassible. Derrière Chloé, les doigts de Pascal trouvèrent sa main. Pas désespérément, pas comme une femme effrayée, comme une femme qui délivre un message sans mots. Chloé referma ses doigts sur ceux de sa mère et ne quitta pas Damien des yeux. Elle ne signa rien, elle n'éleva pas la voix, elle ne dit rien de plus. Damien s'attarda quelques secondes de plus, puis il partit. Amélie suivit sans avoir prononcé un seul mot. Et d'une certaine manière, c'était pire. Les moniteurs se mirent à sonner juste avant minuit. Les infirmières arrivèrent rapidement, puis d'autres encore, et Chloé se plaqua contre le mur pour leur laisser de la place et regarda le visage de sa mère. Et Pascal n'avait pas l'air effrayée. Elle ressemblait à une femme qui avait terminé ce qu'elle était venue faire. Elle était partie à 0h19. La pièce devint silencieuse de la manière dont seules les pièces avec un corps peuvent l'être. Chloé resta longtemps au bord du lit. La clé USB était toujours dans sa main. Elle la tenait depuis avant l'arrivée de Damien. Elle ne l'avait pas lâchée une seule fois. La salle de repos familiale était petite et sentait le café brûlé. Un canapé en plastique longeait un mur. Une fenêtre au-dessus montrait le parking immobile et gris sous des lumières orange plates. Il y avait une boîte de mouchoirs sur la table et une pile de magazines que personne n'avait touchés. Chloé s'assit dans le fauteuil d'angle. Les papiers du divorce étaient sur ses genoux. Elle ne les avait pas bougés. Elle ne les avait pas touchés non plus. Ils restaient là dans l'enveloppe Kraft, l'enveloppe que Damien avait posée sur le lit de sa mère mourante, comme si c'était un simple courrier. Une infirmière entra vers 2h du matin et demanda doucement si elle avait besoin de quelque chose. Chloé leva les yeux et dit « Non merci » avec un léger sourire. L'infirmière la regarda avec ce regard prudent particulier que les gens vous lancent quand ils ne savent pas si vous allez bien ou si vous êtes du genre de mal-être qui n'a pas encore éclaté au grand jour.
Chloé savait de quel genre il s'agissait. Elle le garda pour elle. Elle ne signa rien cette nuit-là. Elle rentra chez elle juste avant 3 heures. Les rues étaient vides et sombres, et la ville ressemblait à une photographie d'elle-même. Elle conduisit prudemment, les 2 mains sur le volant, son sac sur le siège passager. La clé USB était dans la poche de son manteau. L'appartement était exactement comme elle l'avait laissé le matin. La tasse de café encore sur l'égouttoir, son sac de travail près de la porte d'entrée. Les affaires de Damien, ce qu'il en restait, étaient déjà clairsemées. Elle n'avait pas remarqué à quel point jusqu'à présent. Des vides sur l'étagère du placard, sa montre de rechange disparue du comptoir de la salle de bain. Il partait discrètement depuis un moment. Elle était passée devant l'épreuve chaque jour. Elle posa son sac, enleva son manteau, puis s'assit à la table de la cuisine, sortit son ordinateur portable et brancha la clé USB. Le dossier qui s'ouvrit était organisé et propre, pas le travail d'une femme pressée. Cela avait été construit au fil du temps, trié et étiqueté, avec une précision silencieuse de la même manière que Pascal avait tout fait. Il y avait des documents juridiques, des dépôts d'entreprise, des structures de fiducie, une lettre de Salomon AD datée de 3 semaines. Chloé la lut d'un trait, puis elle retourna au début et la relut. Alcyon Holdings n'était pas une petite entreprise, ce n'était même pas une moyenne. Des biens immobiliers dans 4 régions, une opération logistique qui gérait des contrats de fret dont Chloé avait entendu parler sans jamais savoir à qui ils appartenaient. Plusieurs filiales imbriquées dans une structure mère conçue pour être invisible à quiconque ne la cherchaient pas. Et au bas d'un résumé des actifs inscrits en caractères noirs et nets se trouvait une ligne qui la fit s'arrêter. Granger Capital. Participation minoritaire de 18,7%. Elle la fixa un instant. Granger Capital. Le cabinet de Walter Granger, le cabinet où travaillait Damien, le cabinet où le père d'Amélie trônait au sommet de tout brandissant son nom et l'argent de sa famille comme un drapeau. Sa mère avait détenu une participation dans cette société, une participation minoritaire discrète, probablement invisible dans le portefeuille plus large d'Alcyon. Mais elle était là. Chloé ferma le dossier. Elle resta assise dans le silence de la cuisine, le visage éclairé par l'écran pendant un long moment. Son téléphone sonna à 4h07. Elle décrocha. Madame Moreau-Lefebvre. La voix était mesurée et chaleureuse. Un homme qui choisissait ses mots comme un artisan choisit ses outils. Mon nom est Salomon Adé. J'ai été le conseiller juridique de votre mère pendant 18 ans. Elle m'a demandé de vous contacter après son décès et de vous offrir tout mon soutien. Une brève pause. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Pascal était remarquable. Oh, ça les choses, tout ça. Elle l'était, dit Chloé. J'attendais votre appel, ou plutôt j'y étais préparé. Je veux que vous sachiez que rien n'a été déposé, rien n'a été divulgué, et personne en dehors de cette conversation ne connaît l'étendue de votre héritage. C'est intentionnel. Votre mère a été très précise sur la manière dont cette transition devait se dérouler. Une autre pause. Je suis là pour vous aider, quelle que soit la manière dont vous déciderez de procéder, quoi que cela implique. Chloé regarda la clé USB. Elle regarda l'enveloppe Kraft à côté épaisse de papier qui s'attendait à ce qu'elle soit petite, silencieuse et facile à ignorer. Elle pensa à la voix de Damien dans cette chambre d'hôpital. Ce n'était juste plus une vie que je voulais. Comme si elle était un abonnement qu'il avait laissé expirer. Elle pensa au menton levé d'Amélie, à l'immobilité répétée d'une femme qui avait déjà décidé qu'elle avait gagné. Elle pensa à la main de sa mère autour de la sienne. Pas désespérée, délibérée. « Salomon, dit-elle. Je veux que la propriété d'Alcyon reste totalement confidentielle. Mon nom, mon lien avec elle, rien ne doit fuiter. Pas encore. Compris, dit-il pas surpris juste près. Et je vais signer les papiers du divorce. Entends ? D'accord, dit-il. Non pas parce qu'il gagne, dit-elle, mais parce que je ne suis pas pressée. Le lendemain matin, elle scella l'enveloppe. Elle écrivit l'adresse de l'avocat de Damien en lettres régulières et calmes. Elle se rendit à la poste à 2 rues de l'appartement avant que la ville ne soit complètement réveillée. Elle la glissa dans la fente et la laissa partir. Elle ne se sentit pas petite en s'éloignant. Elle se sentit comme un instrument que l'on prépare pour un rôle qu'il n'a pas encore joué. Le bébé arriva un mardi. C'était tôt le matin, juste après 5 heures. Le ciel était encore sombre derrière la fenêtre de l'hôpital.
Chloé avait appelé un taxi. Elle avait préparé son sac 3 semaines plus tôt et l'avait laissé près de la porte. Quand les contractions commencèrent, elle vérifia l'heure, respira pendant 2 autres, puis prit le sac et descendit. Une infirmière l'attendait au bureau de la maternité, une jeune femme calme et efficace. Elle se présenta comme étant Priya et dit qu'elle avait été informée de l'arrivée de Chloé. Aucune autre explication, juste informée. Chloé comprit. Salomon s'en était occupé. Damien n'est pas venu. Elle ne l'avait pas appelé. Cela a duré 11 heures. Priya est restée tout le temps. Elle a apporté des glaçons. Elle a ajusté les moniteurs sans qu'on le lui demande. Elle n'a pas rempli la pièce de bruit, ce qui était la chose la plus généreuse que l'on aurait pu faire. Quand ce fut fini, elle posa le bébé sur la poitrine de Chloé, recula et laissa le moment être ce qu'il était. Chloé baissa les yeux sur sa fille. Petit visage, cheveux sombres, encore humide, yeux plissés, comme si la lumière était trop forte, comme si elle avait déjà son opinion sur le monde et n'était pas sûre de l'approuver. Chloé rit une seule fois, un son court et brisé. « Salut !» dit-elle doucement. « Je te tiens. » Elle la nomma Lucie. D'après personne. Juste un nom qu'elle avait toujours aimé et jamais dit à voix haute. Elle ramena Lucie à la maison 4 jours plus tard. L'appartement semblait différent avec le bébé. Plus plein. Comme une pièce qui avait toujours attendu son dernier meuble. Chloé s'adapta au nouveau rythme. Nourrir, dormir, se réveiller, recommencer, et laissa le monde extérieur faire ce qu'il avait à faire. Il n'attendit pas longtemps. 2 semaines après la naissance de Lucie, Damien et Amélie annoncèrent leur fiançailles. Chloé le vit d'abord sur son téléphone. Une publication partagée. Une photo. La main d'Amélie tendue. Une bague qui captait la lumière. Damien derrière elle. Son bras autour de ses épaules. Souriant de ce sourire particulier d'un homme qui a besoin que les gens voient qu'il est heureux. Chloé regarda la photo pendant environ 4 secondes. Puis elle posa le téléphone face contre le comptoir et alla voir Lucie. La médiation pour la garde commença le mois suivant. Une salle de conférence beige. Un médiateur nommé Paul qui portait la même cravate grise aux 2 sessions et parlait sur le ton prudent et plat de quelqu'un formé pour rendre les conflits ennuyeux. Damien vint préparé. Il s'assit en face de Chloé avec son avocat à ses côtés et parla beaucoup d'inquiétude. Il s'inquiétait du réseau de soutien de Chloé. Il s'inquiétait de son état émotionnel suite au décès soudain de sa mère. Il utilisa le mot « stabilité » 4 fois lors de la première session. Chaque fois qu'il le disait, ses yeux se posaient sur le visage de Chloé, cherchant une réaction, cherchant la fissure qu'il s'attendait à trouver. « Elle a subi une perte importante », dit son avocat lors de la 2e session d'un ton lisse et rodé. « Nous aimerions simplement nous assurer que Lucie bénéficie de soins constants et stables pendant ce qui a clairement été une période très difficile pour Madame Moreau-Lefebvre. » Il y... Chloé regarda le médiateur. « Je comprends l'inquiétude, » dit-elle. Sa voix était égale. « Je suis heureuse de fournir la documentation sur les soins de Lucie, ses visites pédiatriques, son environnement domestique, tout ce que la procédure exige. » Elle fit une pause. « Je voudrais faire ce qui est le mieux pour ma fille. » Paul hocha la tête, écrivit quelque chose. Damien parut légèrement frustré comme un homme qui a donné un coup de poing dans le vide. Salomon appela un jeudi soir, alors que Lucie dormait. « J'ai quelque chose que je dois partager avec vous, dit-il. Je veux vous donner un moment pour vous préparer avant de vous l'expliquer. » Chloé s'assit à la table de la cuisine. « Allez-y. » Il avait examiné d'anciens dossiers de l'entreprise, un travail de routine, dit-il, faisant partie de la documentation de l'historique complet des affaires juridiques d'Alcyon. Ce faisant, il avait croisé certaines chronologies financières avec l'historique d'emploi de Damien chez Granger Capital. Il avait trouvé quelque chose qui ne figurait dans aucun dossier juridique. Juste un contexte. Il voulait qu'elle l'ait. La liaison avait commencé il y a 26 mois. Il avait les registres pour placer Damien et Amélie ensemble bien avant que Chloé n'ait la moindre indication que quelque chose n'allait pas. Des reçus d'hôtel traités via un compte professionnel, des entrées de calendrier, un schéma qui, une fois que vous le voyez, était sans équivoque. Il y a 26 mois, Chloé essayait de tomber enceinte. Elle se souvenait clairement de cette année, des rendez-vous, du suivi minutieux, des conversations discrètes avec son médecin sur ce qui pouvait causer les retards. Damien, assis en face d'elle dans la salle de consultation, hochant la tête, lui frottant les mains, disant « On va trouver une solution. » L'air triste pour elle, l'air patient.
Elle resta assise avec le dossier entre les mains pendant un long moment. Il n'y avait pas de mots pour ce qu'elle ressentait, ou il y en avait trop, tous arrivant en même temps, se bousculant dans un espace trop petit pour les contenir tous. Elle ne pleura pas. Elle ne se leva pas. Elle resta juste assise là jusqu'à ce que le sentiment se transforme en quelque chose de plus froid, de plus dur et de plus utile. Puis elle ferma le dossier et le posa sur la table. « Salomon, dit-elle, je pense qu'il est temps que vous m'appreniez à diriger vraiment cette entreprise. » Les bureaux d'Alcyon Holdings occupaient les 2 derniers étages d'un immeuble de La Défense qui n'avait aucune enseigne à l'extérieur, juste un numéro. Une porte en verre, un réceptionniste qui hocha la tête quand Chloé donna son nom et ne dit rien d'autre. Elle s'était attendue à quelque chose qui ressemblait à sa mère. Modeste, calme, un peu usée. Ce n'était pas ça. L'intérieur était propre et sobre, tout en murs neutres et hautes fenêtres. Mais l'échelle était indéniable. Des rangées de postes de travail, des salles d'archives avec des tiroirs numérotés qui s'étendaient du sol au plafond, une longue table de conférence en bois clair qui captait la lumière de l'après-midi et la retenait. Ce n'était pas une petite opération, ce n'était pas un passe-temps, c'était quelque chose que sa mère avait bâti à partir de rien et maintenu pendant des décennies sans que personne ne connaisse son nom. Chloé se tint à l'entrée de l'étage principal son premier matin et se contenta de regarder. Salomon vint la rejoindre à l'ascenseur. Il était habillé de la même manière que le jour où elle lui avait parlé pour la première fois au téléphone. Costume sombre, pas de cravate, des lunettes de lecture perchées sur le dessus de sa tête, comme s'il avait oublié qu'elles étaient là. Il lui serra la main et la conduisit dans une pièce à l'écart de l'étage principal plus petite que la salle de conférence, avec 2 chaises, un tableau blanc et une pile de classeurs qui attendaient déjà. « Nous commencerons par la vue d'ensemble, dit-il. Puis nous approfondirons chaque semaine à votre rythme. » Ils se voyaient tous les mardis et jeudis. Salomon était un professeur patient. Il ne lui parlait jamais avec condescendance. Il ne se pressait jamais. Il exposait les choses en termes simples, une couche à la fois. Et quand elle avait des questions, il y répondait pleinement, puis demandait ce qu'elle en pensait avant de continuer. En 2 semaines, Chloé comprit la forme de base d'Alcyon des biens immobiliers dans 4 régions, une division logistique qui contractait avec des entreprises de fret régionales et un portefeuille de participation minoritaire dans une 12aine d'entreprises différentes. L'une de ces entreprises était Granger Capital. Salomon ouvrit cette section du classeur un jeudi matin, 3 semaines après le début de leur session. Il posa un résumé imprimé sur la table entre eux. « Votre mère a acquis une participation de 9% dans Granger Capital il y a 11 ans, dit-il. Elle n'a jamais rien fait avec, n'a jamais demandé un siège au conseil d'administration, elle l'a juste conservé. » Chloé étudia le document. « Pourquoi ?» ?»« Elle observait, dit-il simplement. Elle ne m'a pas expliqué ses raisons, mais elle détenait beaucoup de positions comme celle-ci. Elle était patiente. » Chloé tourna la page. La section suivante était plus récente. Walter Granger, expliqua Salomon, avait passé les 3 dernières années à développer agressivement l'entreprise. Nouveau bureau, nouveau personnel, une incursion dans le capital investissement qui avait coûté plus qu'elle n'avait rapporté. L'expansion paraissait audacieuse de l'extérieur. De l'intérieur, elle saignait. Walter approchait discrètement des investisseurs depuis des mois, cherchant quelqu'un pour absorber la dette et acheter une participation majoritaire. Jusqu'à présent, personne ne s'était manifesté. Les conditions demandées étaient compliquées et les livres, une fois examinés, nécessitaient des explications. « Il a besoin du sauvetage, » dit Chloé. « Il en a désespérément besoin, » acquiesça Salomon. « Il ne veut juste pas en avoir l'air. » Elle aurait pu en rester là, le noter, le classer comme utile un jour, mais Salomon posa un second document sur la table et elle oublia le « un jour ». « J'ai trouvé quelque chose en examinant les finances internes de Granger Capital dans le cadre de la vérification diligente, dit-il. Son ton ne changea pas, toujours mesuré, toujours prudent. Des paiements irréguliers, des distributions de primes de parrainage liées à un compte spécifique. Ils remontent à 14 mois. Il plaça le résumé devant elle. Des colonnes nettes, des dates, des montants, des références de compte. Chloé regarda le nom sur le compte. Damien. Elle ne bougea pas un instant. Elle lut simplement le document comme elle avait appris à tout lire dernièrement. Lentement, complètement cherchant ce qui était réel sous la surface. Le schéma était clair. De petites sommes acheminées par les canaux de parrainage de clients, jamais assez importantes pour déclencher une alerte automatique, jamais tout à fait le même chiffre 2 fois.
Sur 14 mois, cela s'élevait à un peu plus de 90 000 euros. Walter ne sait pas, demanda-t-elle. Rien n'indique qu'il le sache, dit Salomon. La structure a été conçue pour ressembler à un traitement de commission de routine. Quelqu'un qui connaissait le système de l'intérieur l'a construite ainsi. Quoi? Dagis. Chloé posa le papier. Elle pensa à la bague d'Amélie sur cette photo de fiançailles à sa taille. Elle pensa à l'immeuble où elle avait vu la nouvelle adresse de Damien pendant la médiation, un immeuble qu'elle connaissait, un immeuble qui coûtait cher. Elle pensa au voyage qu'Amélie avait tagué sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, un complexe hôtelier aux Bahamas, un long week-end dans le Bordelais. Des photos souriantes, avec du bon vin et un meilleur éclairage. 90 000 euros. Elle se renversa dans sa chaise. Il a volé l'entreprise pour laquelle il travaille, dit-elle, pour payer une vie qu'il a construite sur les ruines de mon mariage. Salomon ne dit rien. Il laissa la phrase atterrir. Après un moment, Chloé croisa les mains sur la table. Je veux qu'Alcyon acquiert une participation majoritaire dans Granger Capital, dit-elle. Utilisez une entité holding, rien à mon nom. Rien qui ne me relie à cela jusqu'à ce que je le décide. Salomon hocha la tête une fois. Je peux construire cette structure. Bien. Elle le regarda fixement. Maintenez le calendrier mais restez invisible jusqu'à ce que je dise le contraire. Compris, dit Salomon. Il ferma le classeur. Dehors, la lumière de l'après-midi se déplaçait sur la table de conférence pâle, lente et silencieuse, comme si elle n'avait nulle part où aller. Le bureau de médiation se trouvait au 14e étage d'un immeuble du centre-ville, à 3 rues du tribunal aux affaires familiales. Il avait le même aspect que toutes les pièces conçues pour rendre les conflits gérables. Moquette neutre, table ronde, chaise trop molle, pour que quoi que ce soit paraisse sérieux. Un médiateur nommé Gary était assis au bout de la table, avec un bloc-notes jaune, et une voix qui ne changeait jamais de volume pas une seule fois, pendant les 2 heures où ils furent assis là. Chloé arriva la première. Elle portait un blazer gris sur un chemisier crème, les cheveux tirés en arrière. Pas de bijoux à l'exception des petites puces en or que sa mère lui avait données des années auparavant. Elle posa son dossier sur la table, plaça son stylo à côté et attendit. Damien et Amélie arrivèrent ensemble. C'était la première chose. Ensemble. Pas Damien et son avocat, pas Damien seul. Amélie entra comme si elle avait été invitée, comme si la pièce lui appartenait par défaut. Elle portait une robe portefeuille crème et une bague qui captait la lumière comme les choses chères sont conçues pour le faire. Elle s'assit à côté de Damien sans demander la permission à Gary. Personne ne l'arrêta. Chloé le nota et ne dit rien. Damien avait l'air en forme, comme les hommes le sont parfois, quand quelqu'un d'autre les habille et leur prête attention. Sa chemise était repassée. Sa montre était neuve. Il fit un signe de tête à Chloé, comme on le fait à un étranger dans un ascenseur. Bref, à peine perceptible déjà passé à autre chose. « Bonjour », dit Chloé. La session se déroula comme ces sessions se déroulent toujours. Gary lut ses notes. L'avocat de Damien décrivit à nouveau le calendrier de garde proposé. Le même langage que Chloé avait déjà lu 3 fois. Son propre avocat contesta 2 points. Tous 2 mineurs, tous 2 stratégiques. L'ambiance resta professionnelle. Chloé garda les mains à plat sur le dossier devant elle et répondit à chaque question qu'on lui posait par des phrases complètes. Amélie resta silencieuse pendant la majeure partie. Puis Gary sortit brièvement pour imprimer une feuille de résumé révisée, et l'atmosphère de la pièce changea comme elle le fait quand la surveillance adulte s'en va. Amélie se tourna vers elle comme si c'était une chose anodine, comme si elles étaient à une table de déjeuner et non l'une en face de l'autre dans une procédure judiciaire. « Pour être honnête, » dit Amélie sa voix douce et légère, « je pense que la garde partagée est généreuse vu les circonstances. » Elle sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. C'était le genre de sourire qui savait exactement ce qu'il faisait. Un enfant a besoin de stabilité, d'un vrai foyer, de 2 parents, pas d'une mère célibataire sans nom derrière elle. La pièce était très silencieuse. Damien regarda la table. Il ne la corrigea pas. Il ne tressaillit pas. Il laissa simplement les mots flotter là, comme s'il n'était pas de son ressort de les nettoyer. Chloé regarda Amélie un instant. Elle laissa le silence s'étirer juste assez longtemps pour être sa propre réponse. Puis, elle écrivit quelque chose sur le dessus de son dossier, une note pour elle-même, un seul mot, et referma son stylo. « J'apprécie votre perspective, » dit Chloé. C'était tout. Amélie scilla. Elle s'était attendue à plus.
Elle avait voulu plus. Chloé pouvait le voir dans la petite crispation autour de sa bouche, la façon dont elle jeta un coup d'œil à Damien, comme si elle attendait qu'il confirme qu'elle avait fait mouche. Il regardait toujours la table. Gary revint avec la feuille de résumé et la session reprit. Salomon appela jeudi matin. Chloé était dans la cuisine en train de nourrir sa fille, une routine qu'elle en était venue à aimer, comme on aime les choses qui n'appartiennent qu'à soi. Le bébé avait 3 mois et avait commencé à remarquer les visages, à vraiment les remarquer, et elle fixait Chloé avec une expression concentrée et sérieuse qui semblait incroyablement familière. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « C'est conclu », dit Salomon. 2 mots. Elle savait exactement ce qu'ils signifiaient. Quand ? Hier après-midi. Le transfert est complet. Sous l'entité holding, Alcyon est désormais l'actionnaire majoritaire de Granger Capital. Une brève pause. Vous possédez l'entreprise de Walter Granger Chloé. Elle posa la cuillère avec précaution. Il y a autre chose, continua Salomon. J'ai examiné la situation financière complète de Granger Capital. La position de la famille Granger n'est pas ce qu'elle semble être publiquement. Il le dit simplement comme il livrait toujours les faits bruts. Pas de drame, juste la forme de la chose. Walter opère sur des marges minces depuis des années. L'expansion a aggravé la situation. Il dépendait fortement des revenus de parrainage qui transitent par le cabinet pour rembourser ses dettes et maintenir ses comptes d'exploitation. Une pause. Les mêmes canaux de parrainage que Damien a manipulés. Chloé resta silencieuse un instant. Il utilisait de l'argent volé pour rester à flot, dit-elle. Et il ne sait pas qu'il est volé. C'est exact. Elle regarda sa fille qui la regardait en retour avec ses yeux sérieux et observateurs. La bague d'Amélie, les photos de vacances, un vrai foyer 2 parents, aucun nom derrière elle. Toute cette tour, la confiance, le mépris, la cruauté désinvolte construite sur des fondations qui n'appartenaient à aucun d'entre eux. Salomon, dit Chloé. Oui, il est temps d'arrêter de rester invisible. Elle reprit la cuillère. Organiser une réunion du conseil d'administration chez Granger Capital sous mon vrai nom. Un bref silence, puis ce sera sur leurs agendas d'ici la fin de la journée. Salomon vint la voir un mardi. Il s'assit en face d'elle à la petite table de son bureau à domicile, une pièce qui avait été une chambre d'amis et qui contenait maintenant 2 classeurs, un tableau blanc et un tableau en liège épinglé, de documents que sa mère n'avait jamais montrés à personne. Il posa son portefeuille en cuir sur la table, croisa les mains dessus et la regarda comme il le faisait toujours. Stable, sans hâte. « Je veux être prudent avec le timing, » dit-il. « Non pas pour vous ralentir, mais pour m'assurer que chaque pièce est en place avant que vous n'entriez dans cette pièce. » Oh beau, quelle pièce manque. Aucune, dit-il sans hésitation. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, une fois que vous serez dans cette pièce, il n'y a aucune version des événements où vous en sortirez comme quelqu'un qu'ils peuvent ignorer. Le conseil saura qui vous êtes. Walter saura qui possède son entreprise. Damien saura tout. Il fit une pause. Je veux juste que vous soyez certaine. Chloé le regarda un instant. Je suis certaine depuis la nuit où j'ai branché cette clé USB, dit-elle. Salomon hocha la tête une fois. C'était suffisant pour lui. Il ouvrit le portefeuille et disposa les documents entre eux en une rangée nette. La piste du détournement de fonds faisait 12 pages. Salomon l'avait organisée comme un chirurgien dispose ses instruments. Tout en ordre, rien de superflu. Chaque page remplissant exactement une fonction. Relevé de virements, registre de primes de parrainage, numéro de compte croisé, avec les identifiants enregistrés de Damien au sein du cabinet. Une chronologie qui commençait il y a 26 mois et se terminait 6 semaines avant la mort de Pascal. Chloé la parcourut lentement. Elle en avait déjà vu la plupart, mais elle l'a relu. Tout, chaque chiffre, chaque date. Elle ne se pressa pas. Quand elle atteignit la dernière page, elle la posa et regarda le document de propriété que Salomon avait placé à côté. Les papiers d'acquisition. L'entité holding Alcyon listée comme actionnaire majoritaire de Granger Capital Incorporated. Sa signature sur la ligne d'autorisation. Nette et calme.
la même signature qu'elle avait apposée sur ses papiers de divorce 8 mois plus tôt. « Tout ici est vérifié », dit Salomon. « Chaque chiffre a été recoupé avec les registres internes du cabinet. J'ai fait examiner indépendamment la documentation sur le détournement de fonds par un avocat externe. Ça tient. » Et Walter n'a connaissance de rien. Rien. Ses comptables étaient soit négligents, soit peu curieux, probablement les deux. Salomon redressa légèrement l'une des pages. Il a accepté les revenus de parrainage comme légitimes parce qu'ils arrivaient par des canaux d'apparence légitimes. Il n'a jamais cherché plus loin. Chloé tapota le bord de la page avec un doigt. « Pourquoi l'aurait-il fait ?» dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Elle rassembla les documents dans leur dossier et le ferma. La demande de réunion fut envoyée le même après-midi. Salomon l'envoya via l'entité holding d'Alcyon, un nom qui ne signifiait rien pour Walter Granger. Juste un identifiant d'entreprise propre qu'il avait vu dans des documents de transfert et sur lequel il ne s'était jamais attardé. Le message était bref et totalement anodin. Un examen de conformité de routine, une formalité requise par le nouvel actionnaire majoritaire. Une courte liste de points, à l'ordre du jour qui sonnait, comme le genre de choses que personne n'attendait avec impatience et que personne ne remettait en question. La réponse vint de l'assistante de Walter dans l'heure. « Monsieur Granger confirme et s'arrangera pour que les chefs de département concernés soient présents. Veuillez nous indiquer si des documents sont requis à l'avance. » Salomon le transmit à Chloé avec une seule ligne en dessous. Il a également demandé à Damien d'assister en tant que chef de la division des comptes de parrainage. Chloé lut cela 2 fois. Puis elle posa son téléphone face contre le bureau et alla voir sa fille. Elle passa les 3 jours suivants à se préparer. Pas nerveusement, pas frénétiquement, mais comme une personne se prépare quand elle a fait ses devoirs et qu'elle le sait. Quand la seule chose qui reste est de se présenter et d'être exactement qui elle est. Elle sortit le blazer anthracite qu'elle avait acheté 6 semaines plus tôt et n'avait pas encore porté. Sombre, structuré, ajusté. Elle l'associa dans son esprit à une chemise blanche, un pantalon pressé et les petites puces en or que sa mère lui avait données. Celles qu'elle avait portées à chaque session de médiation. Celles qu'elle avait portées la nuit où elle était assise seule dans la salle de repos de l'hôpital avec des papiers non signés sur ses genoux. Elle les porterait. Elle se tint devant son miroir un soir, sa file sur la hanche. Le bébé regardant son propre reflet avec le même regard sérieux et concentré. Et Chloé se regarda longuement. Pas le blazer, pas son visage, mais l'immobilité dans ses yeux. Elle l'a reconnu. Elle l'avait vu dans les yeux de sa mère dans ces dernières heures quand Pascal avait regardé Damien lui tendre ses papiers et n'avait pas eu l'air effrayé, n'avait pas eu l'air surprise, mais avait plutôt semblé être une femme qui avait déjà tout prévu. C'est ce que ça faisait, pensa Chloé, de déjà savoir. Salomon appela vendredi matin. La réunion est confirmée, dit-il. Mercredi prochain 10h, Granger Capital, 32e étage. Chloé resta silencieuse une seconde. « J'y serai, dit-elle. « Je sais, dit Salomon. Êtes-vous prête ?» Elle regarda le dossier sur son bureau, les documents à l'intérieur, le nom sur la ligne de propriété. « Oui, dit-elle. Je suis prête. » L'ascenseur s'ouvrit au 32e étage à 9h58. Chloé sortit la première. Salomon marchait un pas derrière elle et à sa gauche son portefeuille en cuir sous le bras, son expression aussi calme que la sienne. La réceptionniste leva les yeux et sourit du sourire convenu de quelqu'un qui s'attend à une matinée de routine. « Chloé Moreau-Lefebvre, dit Chloé. « Pour la réunion de 10h. Bien sûr. » La réceptionniste tapa quelque chose. « Monsieur Granger est déjà dans la salle du conseil, je vais vous y conduire. » Le couloir était long et recouvert d'une moquette gris anthracite foncé. Les murs arboraient des récompenses financières encadrées et des coupures de presse dans des cadres noirs assortis. Une entreprise qui voulait que vous sachiez à chaque pas qu'elle était là depuis longtemps. Chloé le parcourut sans se presser. La porte de la salle du conseil était déjà ouverte. Walter Granger était assis au bout de la table. C'était un homme imposant, large d'épaules, aux cheveux argentés, le genre d'homme qui occupe l'espace avec aisance, et n'a jamais eu de raison de se demander s'il le devait. 3 membres du conseil étaient assis sur le côté gauche de la table avec des verres d'eau et des blocs-notes jaunes devant eux. Un 4e était sur un ordinateur portable. 2 chaises étaient vides à droite. Damien était assis le plus près de Walter, costume sombre, une nouvelle montre que Chloé n'avait jamais vue. Il était au milieu d'une phrase quand la porte s'ouvrit, et il leva les yeux avec l'expression douce et désintéressée de quelqu'un qui s'attend à s'ennuyer. Amélie était assise contre le mur du fond, une chaise en retrait de la table, n'étant pas membre du conseil là pour observer.
Elle était vêtue de crème et avait les cheveux relevés, le menton légèrement levé, sa posture, la posture permanente de quelqu'un qui se croit au-dessus de la pièce où elle se trouve. Chloé vit tout cela en 4 secondes. Elle se dirigea vers la chaise vide à l'extrémité opposée de la table de Walter Granger et posa son dossier devant elle. Salomon prit la chaise à sa droite. Walter la regarda avec une confusion polie. « Je suis désolé. Nous attendions un représentant de l'entité holding. »« Vous en avez un, » dit Chloé. Elle s'assit. Elle croisa les mains sur son dossier. « Je suis Chloé Moreau-Lefebvre. Je suis la propriétaire majoritaire d'Alcyon Holdings, ce qui signifie que je suis désormais la propriétaire majoritaire de Granger Capital. » Ici, là. Kouéa. La pièce devint immobile. Walter cligna des yeux. Il regarda Salomon, puis de nouveau Chloé. « On m'avait dit que c'était un examen de conformité. C'est le cas, dit-elle. » Damien s'était raidi sur sa chaise. La couleur n'avait pas encore quitté son visage, mais sa mâchoire s'était crispée, et il la fixait comme un homme le fait quand le sol s'est dérobé sous ses pieds, et qu'il n'a pas encore décidé s'il devait faire semblant que non. « Je pense qu'il y a peut-être une confusion, » commença Walter. « Il n'y en a pas. » Chloé ouvrit le dossier et fit glisser un seul document au centre de la table. Les papiers d'acquisition. Propre signé entièrement exécuté. Alcyon Holdings a acquis une participation majoritaire dans Granger Capital il y a 6 semaines. Les documents ont été déposés. J'ai simplement choisi aujourd'hui pour me présenter en personne. Walter attrapa le document lentement. Il le lut. Son visage changea. Chloé le laissa lire. Alcyon Holdings, dit-elle, a été fondée par ma mère. Elle s'appelait Pascal Moreau. Elle l'a bâtie pendant 30 ans discrètement à partir de rien. Et elle m'a transmis la pleine propriété avant de mourir. Certains d'entre vous ne savaient peut-être pas que l'entreprise avait une fondatrice avec un nom. Maintenant, vous le savez. L'un des membres du conseil se pencha en avant. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une personne privée derrière l'entité Alcyon. La plupart des gens ne l'étaient pas, dit Chloé. C'était intentionnel. Et il est si haut. Elle fit glisser le deuxième dossier au centre de la table. 12 pages exactement comme Salomon les avait disposées pour elle 4 jours plus tôt. Relevé de virements, registre de primes de parrainage, numéro de compte, la chronologie. Ce que vous regardez, dit-elle, est la documentation de paiement de primes de parrainage qui ont été traitées frauduleusement par ce cabinet sur une période de 26 mois. Les paiements ont été acheminés par des canaux d'apparence légitimes et ont été crédités sur des comptes enregistrés sous les identifiants d'un seul employé. Elle ne regarda pas Damien. La documentation a été vérifiée de manière indépendante par un avocat externe. La pièce était très silencieuse. Walter prit la première page puis la deuxième. Son visage avait pris la couleur de vieux papier. Chloé leva alors les yeux et regarda Damien directement. Sa voix ne changea pas. « Les mêmes 26 mois, dit-elle, pendant lesquels mon mari d'alors me disait que la raison pour laquelle nous ne pouvions pas concevoir était probablement mon corps qui nous faisait défaut, alors qu'il était en fait avec quelqu'un d'autre, pendant qu'il volait cette entreprise pour financer une vie qu'il construisait déjà sans moi. » Et Amélie bougea très légèrement un petit déplacement sur sa chaise. Ses yeux se tournèrent de côté vers Damien, et quelque chose sur son visage, le menton levé, le calme étudié vacilla. La bouche de Damien s'ouvrit. « Chloé, tu ne peux pas juste. »« Walter. » Elle tourna les yeux vers le bout de la table stable sans hâte. « Je recommanderais une suspension de séance. » Walter posa les pages. Ses mains n'étaient pas tout à fait stables. Il regarda les membres de son conseil, puis les papiers devant lui, et il hocha la tête une fois. « Nous prenons 15 minutes, dit-il. » Sa voix était plate, vidée de son autorité. Damien se leva. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas entrer ici et... »« Je n'ai plus rien à discuter avec vous, » dit Chloé, en dehors des procédures formelles. Elle ferma son dossier et attendit. La suspension de 15 minutes dura 42. Chloé s'assit dans la petite salle de conférence, près du couloir principal, un verre d'eau devant elle. Salomon, à ses côtés, son téléphone face contre la table. Aucun d'eux ne parla beaucoup. Il n'y avait plus rien à dire qui n'ait déjà été dit dans la salle du conseil.
Elle pouvait entendre des voix dans le couloir, pas des mots, juste leur forme vive, puis basse, puis vive à nouveau. Salomon vérifia sa montre une fois. Chloé non. Quand l'assistante de Walter frappa et ouvrit la porte, son visage était soigneusement vide, de la manière qui signifiait qu'elle avait entendu des choses qu'elle n'allait pas répéter. « Monsieur Granger est prêt pour vous », dit-elle. Walter était debout quand Chloé rentra. Il avait vieilli en 42 minutes. Pas de façon spectaculaire, mais quelque chose derrière ses yeux était devenu plat et fatigué. Comme les choses le deviennent quand un homme cesse enfin de croire à l'histoire qu'il se racontait. « Damien n'est pas à la table. On lui a demandé d'attendre dans une autre pièce, » dit Walter avant que Chloé ne puisse demander. Sa voix était égale, contrôlée mais mince. En attente de licenciement formel. L'un des membres du conseil, celui qui s'était penché plutôt un homme au visage étroit nommé Holt, fit glisser une seule feuille dactygraphiée sur la table. Le licenciement est effectif immédiatement. Nous avons également contacté notre équipe juridique. Ils se coordonnent avec l'avocate externe maintenant. Un rapport de fraude officielle sera déposé auprès des autorités compétentes d'ici la fin de la journée. Chloé prit la feuille, la lut, la reposa. « Merci, dit-elle. » Walter s'assit lourdement. Il posa ses 2 mains à plat sur la table comme s'il avait besoin de sentir quelque chose de solide. « Je tiens à ce qu'il soit noté que je n'avais aucune connaissance des irrégularités de parrainage. »« C'est noté, » dit Salomon depuis sa chaise. Walter regarda Chloé. Pas avec mépris cette fois, quelque chose de plus proche du regard d'un homme debout dans les décombres, essayant de comprendre qui lui a tendu l'appel. « Qu'advient-il du cabinet ?» Chloé le regarda fixement. « Le cabinet continue de fonctionner. Alcyon n'est pas ici pour démanteler quoi que ce soit. » Elle fit une pause. Mais un investissement continu nécessite une restructuration, y compris au niveau de la direction opérationnelle. Est-ce que Le membre du conseil nommé Holt s'éclaircit la gorge. Il avait la manière polie et prudente d'un homme qui avait déjà réfléchi à cette question exacte avant qu'elle ne la dise à voix haute. Le conseil a discuté de la question. Il jeta un coup d'œil à Walter puis se tourna vers Chloé. Nous sommes prêts à voter sur une transition du contrôle opérationnel quotidien effective à la clôture de cette réunion. Walter ne dit rien. Le vote prit moins de 3 minutes. Il fut unanime. Walter Granger, qui était entré dans ce bâtiment pendant plus de 30 ans, comme si les murs avaient été construits spécifiquement pour lui, resterait au conseil à titre consultatif limité seulement. Sa signature n'était plus requise pour les décisions opérationnelles, son autorité n'était plus la sienne. Il se leva quand ce fut terminé, boutonna sa veste, avec la dignité automatique d'un homme accomplissant une routine qu'il ne pensait plus, et sortit de la salle du conseil sans regarder Chloé à nouveau. Amélie était dans le couloir. Elle était là quand Walter est sorti, et quelque chose s'est passé entre le père et la fille. Pas des mots, juste un regard qui a tout dit à Chloé sur ce qu'Amélie avait déjà compris. Le chemisier crème paraissait moins impeccable maintenant. Les cheveux relevés légèrement moins précis. Elle tenait son sac contre elle avec les 2 mains, comme une personne tient quelque chose quand elle n'est pas sûre d'être assez stable pour le tenir d'une seule. Elle vit Chloé sortir de la salle du conseil. Elle ne dit rien, elle ne leva pas le menton. Elle eut juste l'air un instant de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle se tenait sur un sol qui avait toujours appartenu à quelqu'un d'autre. Chloé ne s'arrêta pas. Elle ne ralentit pas. Elle passa devant Amélie en direction de l'ascenseur et elle ne se retourna pas. Salomon se mit à son pas. Derrière eux, elle entendit Amélie dire le nom de Damien une fois doucement, puis plus rien. Dans l'ascenseur, le téléphone de Salomon vibra. Il lut l'écran et le tourna vers Chloé, un message du contact au tribunal des affaires familiales. Elle le lut, puis le relut. Les demandes de garde en cours de Damien avaient été signalées pour un examen d'urgence, suite au rapport de fraude déposé cet après-midi-là. Compte tenu des circonstances, une enquête criminelle active, un licenciement pour faute, une instabilité financière. Le tribunal avait suspendu ses demandes de garde principale en attendant une réévaluation complète. Chloé conservait la garde résidentielle complète de sa fille. Le droit de visite de Damien a été réduit à des visites supervisées jusqu'à la conclusion de l'examen. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le hall. « Son avocat contestera, » dit Salomon. « Qu'il le fasse, » dit Chloé. Le hall était frais et silencieux.
La lumière de fin d'après-midi entrait par les hautes fenêtres en verre, en longues bandes chaudes, se posant sur le sol en marbre. Quelques personnes passaient de la tête baissée, le manteau sur le bras, allant où qu'elles aillent. Chloé enfila son manteau et se dirigea vers les portes. « Votre voiture est devant, » dit Salomon, « et votre fille est à la maison. » Elle poussa les portes en verre et sortit. L'air était vif et pur. Elle l'inspira une fois à fond. Puis elle se dirigea vers la voiture et rentra chez elle. L'article parut un jeudi. Ce n'était pas un long article, une demi-page, dans un journal économique régional, avec une photographie de Chloé debout devant le siège d'Alcyon Holdings, sa fille, sur la hanche. Le titre disait « Alcyon Holdings lance la fondation Pascal Moreau pour soutenir la formation professionnelle des mères célibataires dans 3 régions. » Ok. Chloé n'avait pas demandé la couverture médiatique, mais elle ne l'avait pas refusée non plus. Sa mère avait été invisible pendant 30 ans. C'était fini maintenant. La fondation avait été la suggestion de Salomon techniquement. Il en avait parlé comme il parlait de la plupart des choses discrètement, autour d'un café formulé comme une question plutôt qu'une idée. Et si vous deviez mettre le nom de votre mère sur quelque chose, que voudriez-vous que cela fasse ? Chloé avait su la réponse immédiatement. Le programme plaçait des femmes, la plupart recommençant à zéro, la plupart n'ayant rien derrière elles, dans des apprentissages rémunérés à travers les divisions logistiques et immobilières d'Alcyon. Un vrai travail de vrai salaire, un chemin qui ne demandait à personne d'attendre la permission. Maman Pat aurait compris ça. Le bureau avait un rythme maintenant. Chloé arrivait tôt. Elle examinait les chiffres, avant sa première réunion, faisait le tour des étages, une fois connaissait les noms des assistants et du personnel d'entretien du bâtiment, avec la même aisance qu'elle connaissait les membres de son conseil. Elle avait appris l'entreprise comme sa mère avait dû le faire autrefois, pièce par pièce, discrètement, sans s'annoncer, jusqu'à ce qu'elle soit sûre de comprendre chaque recoin. Elle était sûre maintenant. Sa fille, Lucie, avait 14 mois. Elle avait les yeux de sa grand-mère sombres, calmes et alertes, comme si elle remarquait toujours plus qu'elle ne disait. Elle allait dans une petite crèche à 2 rues du bureau d'Alcyon et accueillait Chloé chaque après-midi avec toute la force de son corps, les bras levés, se penchant en avant même que Chloé n'ait franchi la porte. Cette partie de la journée ne diminuait jamais en importance. La condamnation de Damien était tombée au printemps. 14 mois pour fraude financière réduits à du temps purgé avec une probation sous surveillance. Son avocat s'était battu avec acharnement. Cela n'avait pas eu d'importance. La documentation était claire et complète. Et la coopération de Walter Granger avec l'enquête rapidement offerte en échange de clémence pour ses propres manquements de supervision avait scellé l'affaire. Il travaillait maintenant dans une entreprise de logistique de fret au niveau débutant quelque part en banlieue. Chloé ne suivait pas cela de près. Elle en savait assez. Il était là, il avait un emploi, et il voyait Lucie un samedi sur 2 pendant 2 heures avec un superviseur désigné par le tribunal. Lucie rentrait toujours en sentant le même savon bon marché des toilettes du centre de visite. Elle ne demandait jamais où elle avait été. Elle avait 14 mois. Elle voulait juste Chloé. Chloé était toujours là. Elle a eu des nouvelles d'Amélie par une ancienne collègue, pas quelqu'un avec qui elle était restée proche, juste une femme avec qui elle avait travaillé des années auparavant, qui a appelé pour prendre des nouvelles et la mentionner comme les gens mentionnent des choses qu'ils ont gardées pour eux presque nonchalamment, mais pas tout à fait. « J'ai croisé Amélie Granger la semaine dernière », a dit la femme. « Elle avait l'air, je ne sais pas, différente. » Et « Ah, yesipouille », Chloé attendit. « Elle a demandé de tes nouvelles, en fait. Elle a dit. » La femme fit une pause, choisissant ses mots. Elle voulait savoir si les choses que les gens disaient sur toi étaient vraiment vraies, à propos d'Alcyon, de la fondation, tout ça. Un petit silence. Elle avait l'air de ne pas tout à fait y croire. Chloé dit « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Je lui ai dit que oui. Il n'y avait rien à ajouter. Chloé la remercia et raccrocha. Elle ne pensa plus à Amélie. La tombe de Pascal se trouvait dans un petit cimetière à 20 minutes de la ville. Des chênes le long de la clôture, calmes même en semaine. La pierre tombale était en granit gris simple du genre que sa mère aurait choisi elle-même. Pascal Moreau, mère bien-aimée, elle a bâti en silence.
Cette dernière ligne était de Chloé. Elle est venue un samedi matin, Lucie sur la hanche, un bouquet de tulipes blanches dans l'autre main. L'herbe était douce de la pluie de la veille. L'air sentait la terre humide et le bois coupé de quelque part à proximité. Elle s'accroupit et posa les tulipes contre la base de la pierre. Lucie tapota le granit avec la paume de sa main curieuse, pas effrayée. Chloé resta baissée un moment. « Je pense que je comprends maintenant, » dit-elle doucement. « Pourquoi tu l'as gardé secret ?» Les mots ce n'étaient été pour personne d'autre, juste pour la femme dont les mains avaient bâti tout ce dans quoi Chloé se tenait maintenant. Tu ne te cachais pas parce que tu avais peur d'être vue. Elle toucha le bord de la pierre tombale une fois. Tu attendais que le fait de te cacher soit un choix et non une obligation. Les feuilles de chêne bougeaient au-dessus. Lucie posa sa tête contre l'épaule de Chloé. Une petite main se recroquevilla dans le col du manteau de Chloé. Chloé se releva. Elle regarda le nom de sa mère sur la pierre Pascal Moreau et sentit quelque chose dans sa poitrine qui n'était plus du chagrin. Pas exactement. C'était plus proche de la reconnaissance. Deux femmes qui avaient chacune bâti quelque chose de réel à partir d'une position où elles n'étaient jamais censées avoir quoi que ce soit. Elle serra les lèvres, se ressaisit. Puis elle serra Lucie contre elle, se détourna de la tombe et retourna à travers l'herbe douce vers la voiture.